Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre webinaire de cet après-midi. Bienvenue de la part de Hachette Français langue étrangère et Editrice da Scuola, qui sont les éditeurs partenaires en Italie pour tout ce qui concerne le DELF, les manuels de préparation au diplôme DELF. Et je commence tout d'abord par remercier les participants. Je vous remercierai à la fin également, mais les personnes qui sont à l'écran en ce moment, en commençant par ma collègue Amandine Barthès qui est à côté de moi. Bonsoir à tous et à toutes. Et ensuite par Maria-Louisa Farinazzo qui assure le côté technique. Merci Maria-Louisa. Bonsoir. Merci. Et bienvenue, et merci bien sûr à Eugénie Druckberg qui nous parle depuis Turin et qui nous présentera aujourd'hui tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut connaître pour bien préparer nos élèves à l'épreuve de production orale du DELF B1. Bonsoir Eugénie. Bonsoir Nicolas, bonsoir Amandine et Maria-Louisa. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà. Alors, tout d'abord, quelques petites infos techniques avant le départ du contenu du webinaire. Alors, la première chose, on a l'enregistrement vidéo de cette rencontre qui sera distribué à tous les inscrits au webinaire, c'est-à-dire ce que vous participiez ou pas, vous recevrez l'enregistrement de ce webinaire. Ensuite, les participants recevront également le PDF des diapos que Eugénie a préparé pour nous. Donc, on disposera du PDF de toutes les diapos. Pas besoin de prendre des captures d'écran au fur et à mesure. Vous recevrez le tout. Et en même temps, vous recevrez l'attestation de participation qui est utile à tous les participants. Et donc, PDF, enregistrement et PDF des diapos. Vous recevrez tout cela dans 2-3 jours grâce aux soins de Maria-Louisa. Merci. Ensuite, avant de donner la parole à Eugénie, je rappelle à tous les participants que dans l'interface de GoToWebinar, qui est la plateforme que nous utilisons pour ce webinaire, vous avez la possibilité de nous envoyer des commentaires ou des questions. Alors, nous les lisons et nous allons répondre à vos doutes, questions, observations, etc. en 3 phases. Donc, si au cours du webinaire, vous avez des doutes, n'hésitez pas à écrire, à pianoter, on lira. Et puis, on fera au cours du webinaire 3 pauses pour justement lire, regarder, consulter les questions, regarder si vous avez posé des questions et on y répond à ce moment-là. Pourquoi 3 pauses? Parce que l'épreuve de production orale elle se divise en 3 exercices et donc on a construit le webinaire de la même façon et après chaque exercice, nous aurons une petite pause. Ce qui ne correspond pas vraiment au déroulement des épreuves DELF car les 3 exercices s'enchaînent comme Eugénie nous expliquera. Mon collègue Nicolas a bien étudié la passation du Très texte. bien, très bien. Voilà. Donc, merci à tous les participants et à toutes les participantes. Et Eugénie, c'est à toi. Merci. Merci. Eh bien, donc, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Si vous êtes prêts, eh bien, suivez-moi, on commence. Et vous avez le rappel du titre du webinaire pour une production orale du DELF B1 junior et scolaire gagnante. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ensemble? Nous allons voir d'abord un petit retour sur ce que c'est que le DELF, ensuite le déroulement de l'épreuve de production orale le jour de l'examen, et puis nous approfondirons, comme l'a rappelé Nicolas, les 3 exercices de l'épreuve de production orale du DELF B1. Alors, commençons par un petit rappel sur le DELF en bref. Vous savez que le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française et c'est un des diplômes ou encore certification officielle délivrée par le ministère de l'Éducation nationale français et qui est reconnu au niveau international. Il y a 4 niveaux, comme vous le voyez, A1, A2, B1 qui nous intéresse et B2. Chaque DELF évalue 4 compétences, comme vous le voyez encadrées en rouge sur votre gauche, la compréhension orale, la compréhension des écrits, la production écrite et aujourd'hui, nous allons voir donc la production orale. Chaque diplôme du DELF
se trouve, comme vous le voyez sur votre droite, encadré en rouge, de cette manière. Et vous le recevrez quelque temps après votre examen si vous l'obtenez. Il est valable sans limite de temps. Alors, un petit rappel. Si vous voulez consulter la description des niveaux et des compétences avec le CECRL, le cadre européen commun de référence pour les langues, vous pouvez cliquer sur ce lien. Et si vous voulez consulter des épreuves et la description des épreuves et des exemples types d'épreuves du DELF, vous pouvez vous rendre sur le site de FEI, France Éducation Internationale, en cliquant sur ce lien. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse au niveau B1. Le niveau B1, c'est l'utilisateur indépendant. Il est indépendant dans sa maîtrise de la langue française. C'est en particulier le niveau seuil, comme vous le voyez surligné en vert. Et en dessous, vous avez exposé les critères rapportés par le cadre européen commun de référence pour les langues. Et on peut comprendre en particulier au niveau B1 un langage clair et standard qui concerne des usages, des sujets familiers et les domaines d'intérêt du candidat. Voilà, vous avez ici surligné en jaune les sujets familiers, les domaines d'intérêt. Une petite parenthèse sur le fait que le candidat peut se débrouiller. Donc, il maîtrise des outils pour arriver à ses fins au niveau B1. C'est ce qui fait qu'il commence à être indépendant. Alors, en particulier, plus concrètement, on a dit que l'utilisateur du niveau B1 peut comprendre les points essentiels d'un discours, oral ou écrit, qui concernent des thèmes familiers, l'école, les loisirs, le tourisme. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui en particulier, l'utilisateur au niveau B1 peut produire un discours simple et logique, donc un minimum, je dirais, organisé et articulé. On a le mot logique. Ensuite, l'utilisateur est capable de raconter un événement, une expérience ou même un rêve. Et là, on pense tout de suite à l'usage des temps verbaux du passé. Et il peut aussi décrire un espoir ou un but. Et là, alors, on pense au conditionnel et au futur. Et enfin, il est capable d'exposer de façon brève des raisons ou des explications sur un projet, une idée. Alors, c'est ici en particulier qu'on s'attendra à un discours organisé et articulé, des raisons et des explications. Alors, la production orale, le jour de l'examen, entrons dans la partie un peu plus concrète pour nos candidats. Tout d'abord, je rappelle que l'épreuve se compose, comme on l'a déjà dit, de 3 exercices, à savoir l'entretien dirigé, l'exercice en interaction et l'expression d'un point de vue. Le manuel de notre partenaire Hachette aujourd'hui, qui peut nous accompagner dans la préparation de vos élèves, vous l'indique et vous retrouvez dans ce manuel des activités d'entraînement pour chacun des exercices. Alors, comment ça se déroule en pratique l'examen? Eh bien, les candidats reçoivent, après l'inscription au centre d'examen, une convocation, comme vous pouvez la voir sur la droite de votre écran, avec les généralités et le code candidat, le numéro de candidat, et le plus important, évidemment, pour nous, les dates, les horaires et le lieu de passation des examens. Il est important de bien respecter les dates et les horaires. Faites attention, parce qu'il est possible que le jour de passation de l'épreuve de production orale, qu'on appelle épreuve individuelle, vous la voyez entourée en rouge, la date de cet examen peut varier de la date d'examen des épreuves collectives. Alors, ce serait dommage de rater notre DELF B1 pour une petite distraction et une erreur de date. Donc, faites bien attention, vous professeurs, à indiquer la bonne date à vos élèves. Alors, quelques petits conseils
pour être bien prêt le jour des épreuves, évidemment, les candidats vont se présenter avec leur convocation, leur document d'identité et de quoi écrire, un stylo en général. Sachez que bien sûr, tous les appareils électroniques, on a l'habitude maintenant, doivent être laissés dans le sac, les montres, les ordinateurs, les écouteurs, et ensuite que les candidats n'ont pas le droit au dictionnaire. Alors, les examinateurs vont fournir les sujets, les conseils qu'on appelle la feuille d'examen et les feuilles de brouillon. Alors, devant les examinateurs, l'épreuve de production orale, comme vous pouvez le lire ici, dure 10 à 15 minutes. Mais le candidat va disposer de 10 minutes de préparation, attention, uniquement pour l'exercice 3. Il aura ce temps de préparation avant le passage devant les examinateurs. Alors, l'épreuve comporte donc, encore une fois, 3 exercices qui s'enchaînent, comme l'a dit Nicolas. Et vous voyez ici les temps de chaque exercice. Pour le premier, 2 à 3 minutes, le deuxième, 3 à 4 minutes, et le cinquième, au total, 5 à 7 minutes. Le compte est bon, normalement, 10 à 15 minutes au total. Alors, donc, comme je vous le disais, le candidat a 10 minutes de temps pour se préparer avant de passer devant les examinateurs, mais pour préparer, attention, l'exercice 3 uniquement. Alors, techniquement, comment ça se passe le jour de l'examen? Je me présente avec mon document d'identité, ma convocation. Dans la salle de préparation, on va me proposer une petite quinzaine de sujets face retournée. Je pioche, je prends 2 sujets au hasard que je vais lire rapidement. Je sélectionne, moi, candidat, un sujet et je conseille en général, une fois que j'ai sélectionné mon sujet, de le lire au moins 2 fois, évidemment, avant de se lancer dans la préparation en elle-même. Et surtout, une fois qu'on a choisi son sujet, on s'y tient, hein, on ne change pas d'idée, on n'a pas le temps. Rappelez-vous, on a 10 minutes de préparation, ça passe vite. Il faut bien gérer son temps et donc être bien préparé avant le jour de l'examen. Alors, on a préparé. Maintenant, on arrive devant les examinateurs. Donc, comme vous le voyez illustré, les 3 épreuves, encore une fois, vont s'enchaîner et le candidat réalise les exercices les uns après les autres sans pause. Vous pouvez voir des exemples vidéo de ces exercices sur le site compagnon de la maison Hachette. Et vous pourrez voir que ce sont les examinateurs qui vont guider le candidat pour réaliser les exercices les uns après les autres. Toujours entre 10 et 15 minutes au total devant les examinateurs. Alors justement, les examinateurs, ah là là, ils nous font peur. Mais non, les examinateurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont pour rôle d'accueillir le candidat, de l'installer, de rappeler qu'il s'agit du DELF B1. Sait-on jamais, on peut se tromper de niveau, mais ça n'arrive pas, je vous rassure. Donc, on accueille le candidat. Ensuite, les examinateurs vont prendre des notes, c'est-à-dire qu'ils vont écrire tout le long de la passation de l'épreuve. Ils vont prendre note des éléments positifs à valoriser, mais aussi évidemment les petits points négatifs. Tout cela concernant évidemment le niveau B1. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les examinateurs nous fixent. Ils vont avoir très certainement la tête penchée sur leur feuille pour prendre des notes. Alors, ensuite, les examinateurs, ils vont nous poser des questions. Et oui, évidemment, dans chaque exercice, l'examinateur doit intervenir. Il ne le fait pas pour embêter nos candidats, pour les interrompre. Hein, ne vous inquiétez pas. C'est son rôle de poser des questions. Alors, en plus, il faut savoir que les examinateurs n'évaluent pas l'opinion personnelle des candidats. Hein, on n'évalue pas les goûts des candidats. Vous pouvez très bien
dire que la Terre est une orange bleue, si vous voulez, mais il faut le dire correctement, de niveau B1. Hein. D'accord? On évalue le niveau en langue française, pas l'opinion des personnes. L'examinateur est là, les examinateurs sont là pour permettre aux candidats d'exprimer tout son potentiel et ils le font généralement à l'aide justement des questions. Donc, il faut bien écouter les questions des examinateurs. Voilà. Il peut enfin, l'examinateur, reformuler le propos du candidat pour s'assurer d'avoir bien compris ce qu'il dit, mais en aucun cas, il ne va apporter de soutien linguistique. Donc, on ne va pas traduire de mots, par exemple. Voilà pour le rôle des examinateurs. Entrons dans le vif du sujet avec l'entretien dirigé. Alors, à chaque fois, nous allons procéder avec 3 étapes. Une petite définition de l'entretien dirigé, de l'exercice en question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on attend? Les écueils et les stratégies. Donc, comment bien préparer et comment bien répondre à l'exercice. Et enfin, nous allons voir du côté du CE-CRL, voir ce qui est évalué. Hein, que dit le cadre européen? Alors, qu'est-ce que c'est que l'entretien dirigé, l'exercice 1? Alors, le jour de l'examen, il se fait sans préparation. C'est très rapide puisqu'on dispose de 2 à 3 minutes, donc il faut être bien prêt. Il est demandé au candidat de saluer les examinateurs, de se présenter et de parler de soi, de ses activités, de ses centres d'intérêt, de parler de son passé, son présent et ses projets. Alors, pour vous aider à préparer vos élèves pendant vos cours, voilà, hein, on vous propose dans le manuel une petite fiche récapitulative de toutes les informations à donner. Donc, en général, en complétant cette fiche, on a toutes les informations. Alors maintenant, il faut bien dire ces informations. Alors, passons aux écueils, aux difficultés rencontrées et aux conseils que je peux vous donner. Alors, il faut éviter d'apprendre une présentation de soi par cœur, comme une poésie qu'on a appris à l'école élémentaire et la réciter sans s'arrêter de A à Z. Évitons ça. Hein. C'est en effet, ce n'est pas une poésie et rappelons que l'exercice s'appelle entretien, entretien dirigé. Donc, quelles sont les stratégies gagnantes? Eh bien, évidemment, c'est d'être préparé, hein, c'est-à-dire que nous, professeurs, nous ne devons pas négliger cet exercice en pensant que nos élèves l'ont déjà réalisé pour le niveau A. Hein. C'est un tout autre exercice et il faut bien le préparer. Ensuite, il faut bien saluer les examinateurs et attendre la première question avant de démarrer sa présentation. Ensuite, je vous conseillerais, autant que possible, je conseille aux étudiants d'être naturel, hein, pour éviter l'effet récitation, c'est-à-dire que le plus possible, hein, être naturel, montrer de l'enthousiasme, ou le contraire, hein, si ça se présente, ou par exemple ne pas avoir peur de se tromper et de se corriger. C'est pas grave, au contraire, hein, c'est une bonne chose de se corriger. On peut aussi agrémenter sa présentation d'adjectifs, par exemple, pour montrer justement son enthousiasme. Pas. Alors, ensuite, après être naturel, il faut aussi savoir s'adapter aux questions que l'examinateur ou les examinateurs peuvent nous poser. C'est en soi qu'il faut être bien préparé et ne pas rester enfermé dans son discours. Il est parfois arrivé que l'examinateur pose une question que le candidat n'attend pas et au lieu d'y répondre, il continue sa présentation. Donc, notre question tombe à l'eau et les objectifs que l'on voulait évaluer, on ne peut pas les évaluer. Donc, c'est important de comprendre que c'est un dialogue.
on dit, on parle de soi, de ses intérêts, mais on écoute et on répond aux questions de l'examinateur. D'accord? Ce n'est pas un monologue que les candidats doivent délivrer de A à Z euh, pour donner toutes leurs informations. Enfin, je dirais à vos élèves, je conseillerais à vos élèves d'utiliser des petits connecteurs. Ça aide aussi à articuler évidemment son discours et c'est ce qui fait la différence avec le niveau A. Hein. Utiliser des connecteurs euh, pour, euh, pour avoir une certaine logique dans son discours. Donc, vous voyez, hein, après, parce que, mais, des connecteurs qui sont encore assez simples, somme toute. Alors, passons, après la forme de cet entretien, au fond de l'entretien. Alors, au niveau B1, quels sont les points à éviter, c'est-à-dire les choses à ne pas faire? Il faut éviter de donner des informations de base que on attendait encore au niveau A. Aujourd'hui, au niveau B1, on n'attend plus que le candidat nous parle de son identité, nous décrive son physique, nous décrive sa famille et ses goûts en termes de j'aime et je n'aime pas. Quelles sont donc les stratégies? Qu'est-ce qu'il faut faire s'il ne faut pas faire ça? Eh bien, comme nous demande l'exercice, il faut parler de soi, de ses activités, ses centres d'intérêt, c'est-à-dire juste rappeler son âge, hein, ça nous situe, ça nous donne un contexte, l'école où il va, ses loisirs et ses passions. Et, si je puis dire, c'est tout. Hein. Ensuite, le candidat doit nous parler de son passé, de ses projets. En ce qui concerne le récit de ses projets, de ses souhaits, en général, je conseille à mes élèves de se préparer à parler de leur métier, du métier de rêve, ou alors d'un métier qu'ils détesteraient faire. C'est original, si je puis dire. Ou encore, on peut parler d'un projet ambitieux, des voyages, faire des études particulières ou surprenantes, ou alors la volonté de passer un concours. Une chose en particulier, concentrons-nous sur une chose. Et de la même manière, pour ce qui concerne le récit au passé, on va raconter un moment singulier de son passé. C'est-à-dire, on va bien sûr écouter la question de l'examinateur et, par exemple, surtout, s'il me demande de parler de mes vacances d'été, je ne vais pas lui répondre en racontant mon week-end parce que ça veut dire que je ne l'ai pas écouté, j'ai entendu raconter et je parle au passé. Non, c'est bien un dialogue, on écoute bien la question et on va répondre à cette question et on ne va pas essayer de raconter ce qu'on a appris par cœur. D'accord? L'important, c'est bien de répondre à l'objectif de l'exercice qui est de parler de ses activités, de son passé et de ses projets. Alors, encore une fois, là, plutôt sur un côté méthodologique, on évitera de produire un discours formaté, hein, d'enseigner à nos élèves à produire chacun le même discours et par là même de faire que nos élèves vont donner les mêmes informations que tous leurs camarades. Hein. Ce sera un discours qui n'appartient pas au candidat, il ne va pas maîtriser ce qu'il raconte, ce qu'il dit. Et il ne pourra pas répondre aux questions de l'examinateur qui demandera des détails, puisque ce sera un discours formaté qu'il ne maîtrisera pas. Alors justement, il faut être prêt à répondre aux questions de l'examinateur et ne pas rester bouche bée ou se contenter de quelques petites informations qui montreront un peu une pauvreté du lexique. Alors, eh bien justement, pour éviter ça, on va se préparer. Moi, je conseille de préparer un point original, que ce soit en ce qui concerne
le récit au passé ou le récit au futur. Donc, un récit original est vraisemblable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça doit être un discours qui peut apparaître vrai. Et donc, apparaître vrai, ça veut dire que je peux même mentir, je peux inventer. Vous devez savoir qu'il ne faut pas forcément répondre sincèrement et précisément à la question de l'examinateur. Par exemple, il peut me demander de raconter ce que j'ai fait ce week-end ou pendant les dernières vacances d'été de 2025. Eh bien, je peux me préparer à parler en réalité de mes vacances de 2024-2023 ou même avant, ou alors les vacances qu'un copain m'a racontées. Si possible, mais je dois avoir préparé ça. De toute façon, les examinateurs ne vont pas vérifier la vérité de ce que dit le candidat. L'important, c'est de le raconter correctement. Alors, on peut raconter aussi un événement positif et un événement négatif. Ne vous limitez pas, vous ne devez pas faire forcément raconter une belle vie. Bon, après, évidemment, c'est peut-être plus compliqué de parler d'événements négatifs. Alors, l'important, c'est de pouvoir détailler ensuite à l'examinateur qui peut, pourquoi pas, s'étonner d'une information que vous allez donner et vous demander des détails. L'important, c'est donc de pouvoir raconter de manière détaillée, en 2 ou 3 phrases, bien sûr, l'événement en question, donc de l'avoir préparé. Alors, c'est ce que je vous rappelle dans l'encadré en rouge, en bas de la diapositive. L'examinateur permet au candidat de montrer ses compétences lexicales et grammaticales, compétences qu'il doit développer brièvement, on n'a que 2-3 minutes, hein, et démontrer sa maîtrise avec assurance. Comment on obtient l'assurance? En préparant ce que l'on va pouvoir dire et en sachant s'adapter aux questions de l'examinateur. Alors, passons au côté évaluation de ce premier exercice. Que disent les critères d'évaluation? Ils nous disent bien que nous devons nous exprimer en ce qui concerne un domaine familier ou d'intérêt. Nous devons interagir avec l'examinateur. On rappelle, c'est bien un dialogue et pas un petit discours que l'on doit faire, un petit monologue. Et nous devons être capables de fournir des détails. Donc, bien préparer, comme je vous le disais précédemment, les points que l'on va proposer nous permet d'enrichir notre lexique. Notamment, c'est ce qui va faire une belle différence entre le niveau B1 et le niveau A2, c'est la richesse du lexique. Et puis, comme nous nous sommes bien préparés, nous obtenons le petit plus pour le B1, c'est l'assurance, puisque je sais ce que je raconte, je maîtrise. Même si ce n'est pas la vraie vérité, comme on peut dire, je maîtrise ce que je raconte. Alors, voilà pour l'évaluation. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser maintenant. Vous pouvez écrire, pardon Jenny, vous pouvez écrire dans le chat, il y a un petit point d'interrogation selon les différentes interfaces, il y a un bouton question ou chat. Utilisez-le pour poser vos questions, pour faire vos remarques si vous avez des doutes sur quelque chose ou des commentaires. Sinon, moi, j'ai noté certaines des choses que tu viens de dire, Jenny, entre-temps. Par exemple, le fait que les examinateurs prennent des notes pendant que l'élève, que le candidat parle ou est présent devant eux, ça c'est pas mal. Il faut l'expliquer à nos élèves parce que c'est pas évident d'être devant quelqu'un qui écrit. Qu'est-ce qu'il va écrire sur moi? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai mal dit bonjour? Ah, voilà. Oui, je comprends très bien. En effet, hein, je suis moi-même examinatrice et je vois parfois l'inquiétude dans les yeux des candidats et je me permets alors de leur préciser que je prends en note
en effet tous les bons éléments caractéristiques du niveau B1 et aussi les petits éléments, les erreurs, de manière après à pouvoir me confronter avec ce qu'a pris en note mon co-examinateur et donner la juste évaluation. Puisque, étant donné que ça va assez vite, on n'aurait pas le temps de mémoriser tout ce que fait le candidat. Ça va jouer aussi en sa faveur, puisqu'on va prendre en effet tous les bons points à valoriser et faire Voilà. un effet de balance aussi hein, entre les choses positives et les choses négatives. Voilà. Vas-y. Est-ce qu'il faut interdire à nos élèves de dire ouais? Une question d'une participante. Alors, je dirais que oui, il vaut mieux interdire à vos élèves de dire oui, ouais, qui est comment dire, nous sommes dans un examen. Il y a une certaine formalité à avoir avec les examinateurs, ce qui fait aussi partie un peu de l'évaluation, puisque on a un rôle, hein, on a une fonction à respecter. Et puis, on peut garder peut-être le ouais, on va le voir dans l'exercice en interaction si la situation le permet, évidemment. Alors, une autre question encore de Gianluca que je salue au passage. Ciao Gianluca. Est-ce que, à part dans les grilles de descripteurs de performance, est-ce que, à part l'assurance lors de la présentation orale, il existe d'autres paramètres pris en considération pour évaluer comme B1+ un candidat? Alors ça, c'était mon petit plus. Sur le point sur lequel moi personnellement je voulais insister, eh bien c'est, je dirais, la presque perfection au niveau B1. La bonne utilisation des connecteurs qui fait la fluidité du comment dire du discours dans les réponses, et puis l'interaction non seulement avec assurance, mais aussi montrer qu'on prend en compte la question de l'examinateur. Par exemple, vous dites que vous êtes champion de ski depuis vos 5 ans, vous, candidat. Moi, personnellement, je vais trouver ça surprenant. Alors, je vais dire, ah bon? Mais comment c'est possible? Ah, oui, mais voilà, c'est normal, vous avez raison, 5 ans, c'est jeune, mais c'est parce que mes parents possèdent une maison dans les Dolomites, par exemple, puisqu'on est en Italie. Et depuis que je vais là-bas, j'ai appris à skier et j'ai fait des compétitions et du coup, je suis champion de ski. Vous voyez, euh, je vais répondre à l'étonnement de l'examinateur. Oui, c'est vrai, c'est surprenant, ce genre de petites choses. Il faut pas grand-chose, hein. Il faut pas non plus avoir peur et apprendre par cœur des réactions, mais tout simplement, oui, c'est vrai, vous avez raison. Et puis, on a une interaction avec assurance, notamment. Alors, une dernière question. Génie, s'il te plaît, est-ce que l'intonation, le rythme et l'accent des phrases sont évalués? Alors, il est pris en compte dans l'évaluation globale. Dans l'évaluation globale, euh, mais c'est, comment dire, nous sommes encore au niveau B1, un niveau intermédiaire, donc on tolère, on accepte, et il est normal qu'il y ait encore euh, un petit accent de la langue maternelle, une intonation qui n'est pas encore correcte. Cette chose-là va vraiment être importante au niveau B2 et encore plus à partir du niveau C1. Donc pour l'instant, comment dire, c'est encore accepté, toléré, si je puis dire. D'ailleurs, à ce propos, j'ai dit, c'est peut-être le bon moment pour citer le fait que dans le site de Hachette, vous avez delph.hachettefleu.fr, vous avez des vidéos de passation d'épreuves
Et par rapport à l'épreuve orale de production B1, il y a une candidate, c'est un film qui a été fait en vrai, hein, une candidate qui parle, elle a un accent en fait, mais ça n'empêche pas de passer l'examen et d'avoir son DELF. Donc ça sert aussi pour rassurer les élèves de voir d'autres passations en vidéo et de voir que tout le monde n'est pas parfait et ça n'empêche pas d'avoir le diplôme. Non, exactement, exactement. On attend une certaine perfection qui n'existe pour personne, évidemment, au niveau beaucoup plus élevé, bien sûr, hein. Au niveau B1, euh, on est encore, disons, gentil, hein, Bien. de ce point de Alors, vue-là. je suis remerciée par les participants auxquels tu as répondu. Et on va enchaîner avec le deuxième exercice de l'épreuve. Voilà, exactement, l'exercice en interaction. Alors, nous allons suivre les mêmes étapes que précédemment, une petite définition, les noms et les conseils, et puis l'évaluation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce deuxième exercice? C'est un exercice sans préparation le jour de l'examen. Alors, comment ça se déroule? Quand le candidat se trouve devant les examinateurs avant de commencer l'épreuve, mais après avoir confirmé qu'il s'agit bien du DELF B1, on demande au candidat de piocher 2 sujets parmi 15 qui lui sont proposés, face retournée toujours. Il en pioche 2, il va les lire rapidement et il va sélectionner un sujet. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve, cet exercice? C'est un dialogue avec un des 2 examinateurs. Donc, c'est une mise en scène. C'est comme au théâtre, si vous voulez, 2 personnages qui jouent des rôles. Alors, le candidat a une tâche principale à effectuer et un objectif à atteindre. Pour cela, il doit mettre en place différentes étapes qui peuvent être expliquer la situation, demander une autorisation ou de l'aide, convaincre, proposer des solutions et, pour terminer, se mettre d'accord. Donc, une tâche principale et des étapes. Alors, voici un exemple de sujet exactement comme les candidats peuvent le rencontrer et que l'on trouve dans notre manuel Hachette. Et si vous permettez, je vais vous lire le sujet. Donc, vous passez l'année scolaire en France. Vous vous êtes inscrit à un club de sport pour 6 mois. Malheureusement, votre emploi du temps a changé et vous ne pouvez plus aller aux cours auxquels vous vous étiez inscrit. Vous demandez au responsable du club d'être remboursé, mais il refuse. Vous cherchez ensemble une solution. L'examinateur joue le rôle du responsable du club de sport. Cette dernière phrase n'est pas à négliger. On verra pourquoi. Alors, vous voyez que j'ai déjà travaillé sur le sujet en rappelant que c'est un exercice sans préparation, donc il faut s'habituer à trouver les informations utiles, je dirais, le temps de lecture, le temps de la lecture du sujet, hein, et le faire rapidement parce que on ne va pas nous donner le temps de bien préparer. Enfin, pardon, je veux dire de préparer, de nous mettre à écrire sur le brouillon, etc. On a le temps de le lire, hein. D'accord. Alors, quelles sont les informations à identifier immédiatement? Je vous mets une petite fiche que moi je conseille à mes élèves, qui me semble assez logique. Il faut repérer qui sont les personnages, quels sont les rôles qui vont être endossés, où se situe l'action. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez en vert, donc l'action se situe en France, elle peut avoir lieu en Belgique, mais elle peut aussi avoir lieu en Italie et être en présence d'un correspondant français dans notre lycée de Turin, de Rome ou encore de Catane. Alors, il faut aussi savoir de quoi il s'agit, hein. Ici, notre élève est inscrit à un club de sport pour 6 mois. Quels sont les problèmes? Parce qu'il y a toujours un problème si on a un objectif à atteindre, un problème à résoudre. Ici, on ne peut plus aller aux cours de sport auxquels on s'est inscrit. Et l'objectif à atteindre ici est être remboursé puisqu'on ne peut plus aller aux cours. Un deuxième problème survient, le responsable de la salle de sport refuse.
Donc là, déjà, c'est terminé pour être remboursé. Il faut bien comprendre. La tâche à laquelle va devoir répondre notre élève candidat, c'est de chercher ensemble une solution. Alors, ensuite, petit conseil, donc, après avoir vu ces choses-là qu'il faut bien relever, identifier. Alors, il faut faire attention, très attention à une mauvaise interprétation, deux mauvaises interprétations des rôles. Qui suis-je? Hein, qui est le candidat dans ce jeu de rôle? Et aussi, qui est l'examinateur? Selon le rôle de l'examinateur, je vais devoir adopter un ton formel, un ton informel, c'est-à-dire utiliser le tu ou le vous. Vous rappellerez à vos élèves que en France, on n'utilise pas facilement le tu. Hein. On va utiliser le tu avec des gens de notre âge ou des gens plus jeunes ou les membres de notre famille, mais avec des personnes comme le responsable de la salle de sport, on utilisera le vous. Ensuite, il faut bien identifier la tâche à accomplir. Ici, l'objectif à atteindre, c'est bien de trouver une solution et non plus d'être remboursé puisqu'on a vu que notre responsable refuse. Ensuite, c'est donc un exercice un exercice en interaction, voilà, j'en perds mes mots. Et donc, c'est bien une interaction. Il faut éviter de rester passif et d'attendre les questions de l'examinateur. Hein, parce que, comment dire, c'est donc une interaction. Il ne faut pas non plus se contenter de réponses fermées, oui, non, d'accord, parce que ça ne fait pas avancer le dialogue vers une solution. Hein. On ne va pas arriver à se mettre d'accord. Donc, on ne reste pas passif et on ne se contente pas de répondre par oui ou par non aux questions que peut poser l'examinateur. Donc, les stratégies gagnantes, pour vous comme pour le candidat, c'est bien évidemment de s'habituer à lire des consignes et souligner les différents points, comme je l'ai indiqué, les différents qui, où, quoi, comment, le problème, la tâche à réaliser. Pour cela, vous avez les exercices d'entraînement qui sont dans notre manuel Hachette. Ensuite, savoir que l'examinateur a pour rôle de permettre au candidat de développer des stratégies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'examinateur ne va pas faciliter la tâche de notre candidat en lui donnant satisfaction immédiatement à la première proposition. On va essayer un petit peu de lui mettre des bâtons dans les roues, hein, passez-moi cette expression, pour que le candidat puisse proposer des solutions différentes et qu'ainsi il montre ses compétences, parce que finalement c'est ça que l'on veut. C'est pas forcément d'atteindre l'objectif et comme si le problème était réel. Vous voyez, c'est d'atteindre l'objectif, oui, mais en montrant tout ce que nous savons faire, en faisant des propositions, en refusant, en acceptant. D'accord? Hein, on ne doit pas sauver le monde, on est d'accord, mais on rencontre des situations de notre quotidien et on doit montrer que l'on sait les résoudre. Donc, c'est pour cela qu'il faut aussi savoir choisir les actes de parole utiles à atteindre l'objectif. Si je dois convaincre, je dois connaître les verbes et les phrases qui me permettent de convaincre. Et puis, donc, ne restons pas passifs, proposons des solutions. Le candidat doit être le meneur de jeu, comme nous avons des meneurs de jeu au football. Alors, que disent les descripteurs pour cette tâche? Alors, le candidat peut mener à bien une tâche en utilisant des phrases et des actes de parole simples et adéquates, d'où la nécessité de bien comprendre l'objectif et la tâche à réaliser, et donc de bien sélectionner les actes de parole. Il peut échanger, vérifier et confirmer des informations, donc il ne faut pas se contenter de répondre
oui, non aux questions. Hein, il faut apporter des précisions, proposer des choses, hein, et expliquer pourquoi il y a une difficulté. C'est aussi un autre point important. Enfin, comme je l'ai mentionné, il peut s'exprimer le plus souvent dans un registre adapté. Donc, bien déterminer si je vais dire tu ou si je vais dire vous en fonction du rôle de l'examinateur. Et soit dit en passant, n'est pas nécessaire de nommer, de donner un nom à l'examinateur ou de lui demander si on peut lui donner tel ou tel nom. Le candidat doit décider lui-même immédiatement comment il va nommer la personne ou tout simplement l'appeler monsieur ou madame dans le cas, comme dans le cas présent. Alors, le petit plus ici, ça va vraiment être cette chose-là, c'est d'être le meneur de jeu, c'est de proposer des solutions. C'est presque même de prendre en échec l'examinateur lui-même, hein, qui va essayer aussi comment dire, de nous contrer pour nous faire développer toutes nos compétences. Prenons-le en échec, proposons des solutions personnelles et, si possible, convaincantes. Mais bon, ça, c'est un petit peu, comment dire, difficile de le juger. En réalité, convaincant, cela dépend du sujet que l'on va avoir, évidemment. Alors, voilà, on a déjà parlé de cet exercice en interaction. Donc, dites-moi si vous avez des questions ou si vous voulez que je reprenne un point Ah, moi j'ai une en question. particulier. Ça Oui. fait 5 minutes qu'il doit la poser, qu'il est là. Non, j'invite les participants, participantes à pianoter et écrire leurs questions. Allez-y, ne soyez pas timide, Ah non, écrivez-nous. non, allez-y, allez-y. Mais non, j'avais une question parce qu'en fait, je me suis tellement, j'ai tellement vécu intensément le problème de la salle de sport où, enfin, on ne veut pas me rembourser mes 6 mois payés à l'avance, que je me disais, aïe, mais faut pas que je me prépare que sur ça, que sur le problème de la salle de sport. Non, alors je voulais dire, comment on fait pour s'imaginer des séries de situations et de problèmes? Et j'ai une réponse aussi. On ouvre le Mm, manuel de préparation. exactement, Quelle bonne réponse, Nicolas. Non, mais exactement. il n'y a pas mille façons de s'imaginer des situations, parce que c'est assez farfelu hein, comme type Ah, de... ah oui, voilà, la vie est ainsi faite que l'on peut rencontrer énormément de situations différentes. Eh bien, en effet, par exemple, le manuel Hachette propose, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 25 sujets différents, et donc pour se préparer. Et puis, euh, évidemment, consulter la partie lexique pour être prêt à tout affronter, maîtriser un lexique varié et les actes de parole. Les actes de parole peuvent être réutilisés dans beaucoup de situations, évidemment. Est-ce que je réponds à ta question? Après aussi, faut savoir que les entraînements proposés dans le manuel de préparation, ce sont évidemment des sujets qui concernent le junior scolaire. Donc habituellement, c'est des thématiques auxquelles peuvent être confrontés effectivement les candidats dans leur vraie vie. Et si jamais cela peut vous sembler ah mais non, c'est pas possible qu'un de mes élèves aille dans une salle de sport, etc. Il faut toujours aussi penser que les livres de DELF sont distribués dans 180 pays et non pas que pour un public italophone. Donc certains sujets ne pourraient peut-être sembler pas probables en Italie et dans d'autres pays, oui. Voilà, je voulais juste préciser cela. Après, les sujets ne sont pas décidés par chaque centre de passation. Donc, les sujets Donc voilà, eux-mêmes sont créés pour l'examen est international, en effet. Tout à fait. Donc, donc voilà. Euh, Alors, une autre question. Est-ce qu'on doit garder avec soi le bout de papier avec la consigne?
Alors, Et on peut, sur un ex, on peut est-ce qu'on peut le... écrire dessus et souligner le papier de la Oh, consigne? très bonne question, Nicolas. Oui, moi j'ai écrit sur le sujet parce que je pouvais le faire. Ce n'est pas forcément possible parce qu'ils peuvent être plastifiés, parce qu'ils vont servir à d'autres candidats. Donc, mémorisez bien cette petite fiche, mais elle est vraiment très simple avec les questions à se poser et notre candidat doit bien l'avoir en tête et euh, peut peut-être rapidement prendre une, comment dire, quelques notes, mais vraiment très rapidement. Et il peut Mais garder voilà. avec lui ou avec elle le papier avec Oui, l'exemple. oui, voilà. Alors, en effet, une fois il a choisi le sujet qu'il veut, il le garde devant lui. Alors, évidemment, après, quand il sort de la salle d'examen, il va rendre le petit papier aux examinateurs. Mais en effet, le temps de réaliser l'exercice, l'examen de manière globale, il peut garder le papier, le sujet devant lui. Oui, on ne lui demande pas d'apprendre par cœur, hein, quand même. On n'est pas si méchant. D'accord. Alors, je rajoute aussi, vu que tu es sur la slide du sujet, donc en italique dessous, l'examinateur joue le rôle du responsable du club de sport. Donc, quand tu parlais des mauvaises interprétations, donc par exemple, faut-il utiliser un ton formel ou informel, à savoir tutoyer ou vous voyez. Alors, par exemple, en France, dans un club de sport, un ado qui va dans un club de sport et qui ne connaît pas forcément ceux qui travaillent, vous voirez, alors qu'en Italie, une situation comme ça, ce serait un tutoiement, parce que les adolescents sont habitués à tutoyer très facilement. Donc voilà, j'invite vraiment les enseignants à bien souligner à leurs élèves ces différences interculturelles. C'est là où vous pouvez faire la différence avec les candidats que vous préparez. Tout à fait. Tout à fait, hein, c'est même Je de note. l'autre côté, de l'autre point de vue, c'est même surprenant en tant que francophone quand on arrive en Italie. Oui. Mais en Suède, en Suède, on dit tu, on dit vous à personne. Non, je te dis ça parce que dans les romans policiers en Suède, c'est tout le temps tu. Waouh. Bien. Voilà, Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut passer à la troisième et dernière partie. voilà. Bah, écoutez, Très très bien. bien. Alors donc, cette troisième partie, c'est l'expression d'un point de vue. Ok. Ah, donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Nous, on va faire exactement la même chose que nous avons déjà fait, c'est-à-dire donner une petite définition, voir en quoi ça consiste, les petits problèmes qu'on peut rencontrer, les difficultés et les stratégies, petits conseils pour remédier et enfin voir ce que nous dit le cadre européen pour l'évaluation. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'expression d'un point de vue, c'est le seul exercice qu'on va préparer le jour de l'examen. Vous voyez, avec préparation. Préparation, je rappelle, 10 minutes. Passation, dernière partie de l'examen, 5 à 7 minutes, après avoir fait les 2 premiers exercices. Alors, on nous dit, vous dégagez le thème soulevé par le document et vous présentez votre opinion sous la forme d'un exposé personnel de 3 minutes environ. Donc, vous voyez, le candidat va parler seul pendant 3 minutes. C'est assez rapide, hein. Euh, donc, pas de problème, il faut bien se préparer. Alors, vous dégagez le thème soulevé par le document. Dégager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en évidence. On va dire à l'examinateur, dans notre petit monologue, le thème du document. On va dire de quoi il s'agit. Et puis, ensuite, on doit présenter notre opinion de manière argumentée. Alors, à la fin de notre petit monologue, les examinateurs peuvent nous poser quelques questions pour préciser notre pensée. C'est possible. Alors, voici un sujet, euh, comme les candidats peuvent le rencontrer le jour de l'examen. Alors, si vous voulez bien, je vais lire
ce sujet. Donc, vous avez un petit texte, hein, vous voyez. Voyager en famille, plaisir ou ennui. Durant l'année, enfants et parents se voient presque tous les jours, mais ce n'est pas pour très longtemps. Entre le travail, les devoirs, le collège ou le lycée, les amis et les activités extrascolaires, les journées sont bien remplies. Mais vivre en famille pendant plusieurs mois dans un petit espace comme un bateau ou un camping-car, c'est bien différent. On redécouvre alors ses parents et ou ses enfants. Des relations plus fortes se créent. Toutefois, par moments, on aimerait bien être un peu tranquille. Il est en effet parfois difficile de trouver des moments d'intimité ou de s'éloigner un moment de sa famille pour rencontrer d'autres personnes. Finalement, voyager en famille a ses avantages et ses inconvénients, mais peut-être pas pour tout le monde. Alors, donc, euh, il faut bien comprendre le sujet et en se rappelant toujours qu'on a 10 minutes pour se préparer. Il faut donc être déjà bien justement affûté, bien préparé pour analyser, avoir les bons réflexes d'analyse du sujet. Donc pour cela, déjà, il faut savoir quoi faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'abord la carte d'identité du document. Dire que le document a comme titre ceci et comme source cela, tout simplement. Ensuite, il ne faut pas non plus faire la lecture du document aux examinateurs. Ils ont lu les sujets avant et ils connaissent les textes. Et puis, il ne faut pas faire une analyse linéaire du texte en le paraphrasant. Donc, en lisant le texte et en expliquant chaque phrase, par exemple. C'est arrivé, donc je me permets de vous le dire si vous ne le saviez pas. Hein, ce qu'on demande bien, c'est donc de dégager, de mettre en avant le thème du texte, les problèmes exposés par le texte, et puis ensuite de donner notre opinion. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Rapidement, hein, au début de ces 10 minutes de préparation, on va observer le titre et la source, les mots-clés et les connecteurs qui vont nous donner le raisonnement du texte. On va voir s'il y a des témoins qui sont cités. Ça peut être important. Les différentes parties du texte. Ici, nous avons un texte, un extrait d'article. Il n'y a pas de différentes parties qui pourraient comprendre des dialogues ou des discours rapportés. Alors, après avoir observé ça rapidement, on en déduit le thème du texte, les différents points de vue qui sont exprimés, et enfin l'opinion de l'auteur, la tonalité du texte qui peut être parfois juste informatif, polémique, interrogatif, hein, voire le point de vue exprimé ou alors celui qui est favorisé. Ça peut nous donner des idées pour la suite. Alors, vous voyez, moi j'ai aussi ici travaillé le sujet. Encore une fois, le jour de l'examen, vous n'avez peut-être pas la possibilité, les candidats n'ont peut-être pas la possibilité de le faire, de travailler sur le sujet papier. Donc, il faut le faire sur la feuille de brouillon. Et puis, encore une fois, moi j'ai ma petite rengaine, c'est cette fiche très très simple d'analyse où on va chercher de qui on parle. Ici, on parle des enfants et des parents. Hein, c'est bien cité. Où est-ce que de quoi on parle, hein? Donc ici, où c'est un petit espace comme un bateau ou un camping-car. De quoi on parle? De vivre en famille pendant plusieurs mois. On peut inverser les questions pour le cas présent, mais n'empêche qu'on y répond. Quels sont les problèmes qui sont évoqués? Eh bien, on n'arrive pas à trouver d'intimité et de rencontrer d'autres personnes. Et quel est l'objectif du texte à travers le titre qui nous est donné de voyager en famille, plaisir, ennui? Pourquoi on voyage? C'est
afin de redécouvrir ses parents et de tisser des relations plus fortes. D'accord? Et je souligne donc bien les connecteurs qui nous permettent de comprendre la logique du récit, de comprendre où sont les exemples, où sont les explications, comme en effet, ou alors les oppositions. Donc, n'hésitons pas à, comment dire, à relever ces connecteurs. Voilà. Alors, et puis évidemment, le titre et la source. Alors, à ce propos, pour faciliter l'analyse de ce document et la préparation de la production, le manuel Hachette propose une carte mentale pour compléter tous les passages un peu obligés du court monologue que l'on va devoir produire. Vous voyez, il y a 5 parties: la présentation du document, déterminer le thème principal, donner les contenus de l'article. Ensuite, je vais donner mon avis et puis conclure mon petit monologue. Donc, précisément pour le sujet en question, on va donner le titre, les informations à disposition sur la source et l'auteur et indiquer le thème général. Donc, le thème général, c'est créer des relations parents-enfants fortes, comment y arriver. Et on parlera du titre, comment donner le titre ensuite. Il faut, dans une deuxième partie, indiquer la question, le thème, qu'on peut donc indiquer sous forme de question, en particulier la question à laquelle semble s'attacher l'auteur. Ici, on peut imaginer que la question peut être: est-ce que voyager en famille est une bonne solution pour créer des relations entre parents et enfants, hein, à défaut de pouvoir le faire dans la vie quotidienne. La troisième étape, c'est exprimer de manière synthétique les différents arguments ou les points de vue de l'article. Donc, les avantages du voyage, de voyager en famille, c'est de redécouvrir les membres de sa famille, par exemple. Les inconvénients, c'est le manque d'intimité et le peu d'ouverture au monde, la difficulté à rencontrer d'autres personnes. Dans notre carte mentale, le 4e point, c'est mon opinion. Alors, c'est peut-être la partie la plus importante selon moi, une fois qu'on a bien compris de quoi le texte parlait. On doit donner son opinion et comment faire cela? En proposant quelques arguments, nos propres arguments, illustrés d'exemples. Alors, où est-ce qu'on va trouver ces arguments et ces exemples? On va les trouver dans notre vie, dans notre entourage. On va trouver des situations que notre entourage peut vivre. Ou alors dans notre culture personnelle, les livres qu'on lit, les films qu'on voit, ou que l'on nous raconte. Pour exposer mon opinion, il faut être organisé, il faut bien organiser ses arguments. On peut établir un pour et un contre, ou alors, comme ici, il est proposé les avantages et les inconvénients du voyage en famille, par exemple, ou alors tout simplement exposer les problèmes et enfin donner des solutions. Alors, on peut dire 1, 2 ou 3 maximum arguments pour chacune des 2 parties, illustrées d'exemples. Et puis, on va utiliser des connecteurs logiques pour renforcer notre argumentation. D'abord, ensuite, enfin. Par contre, puisque, pour expliquer par exemple, les connecteurs logiques vont permettre aux examinateurs de bien suivre notre raisonnement. Alors, quels sont les petits problèmes que l'on peut rencontrer lors de cette passation de la 3e partie? Alors, on peut entendre dire, et il ne faut pas, de la part des candidats, qu'on ne connaît pas l'auteur. Si on ne le connaît pas, on ne va pas le dire.
Si on ne connaît pas la source, c'est la même chose. Il ne faut surtout pas inventer. On va simplement donner les informations qu'on connaît en évitant de donner le nom en entier du site internet. Hein. On va éviter les point, par exemple, pour les italophones. Donc, plutôt, je conseillerais de dire j'ai lu un texte qui s'intitule voilà, Voyager en famille, etc., paru sur le site internet du journal. Et on donne le nom du journal, on ne va pas donner l'adresse internet. Hein, d'accord? Ensuite, on articule son discours, on évite de dire comme une information assez froide, le thème c'est ceci et cela, le problème c'est ceci et cela. On va donc plutôt faire des belles phrases, si je puis dire, et utiliser des actes de parole. Hein. L'article traite de, parle de, et puis en particulier, on se demande si l'auteur évoque un problème et on annonce le problème. D'accord? Ensuite, on va éviter de rapporter les opinions de manière, comme vous le voyez exprimé ici, hein, il y a une fille qui pense que et un garçon qui pense que, donc une espèce de paraphrase ou répéter tout simplement le texte mot pour mot. On va reformuler. On va dire il y a deux opinions opposées ou semblables. D'un côté, une jeune fille qui dit, et d'un autre côté, le garçon, et on va exposer son opinion en reformulant. En reformulant, donc évitons de paraphraser. Ensuite, on va éviter de dire tout simplement je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec l'auteur ou avec le garçon ou la fille et s'arrêter là, point. On doit favoriser des expressions comme je partage, je ne partage pas l'opinion de l'auteur et on va expliquer, on va donner son opinion. Hein. La deuxième partie, cette partie de donner son opinion est assez importante, donc on doit justifier ce que l'on pense. Le parce que, vous voyez, est très important. Alors, d'autres points qui vont montrer qu'on maîtrise bien les actes de langage. On évite de donner son opinion en une série de je pense que, je ne pense pas que, je pense que, je ne pense pas que. On varie, vous voyez. À mon avis, je crois que selon moi, personnellement, ce qui me concerne, de mon point de vue. À vous de choisir. En général, je conseille à mes élèves de choisir 2 ou 3 expressions de l'opinion pour ce bref monologue, plus ce n'est pas nécessaire. Donc, mémorisons-en quelques-unes et utilisons-les, varions en tout cas. Et puis, à la fin de notre monologue, ne finissons pas de manière abrupte en disant « bon voilà, c'est ce que je pense ». Non, finissons en annonçant que nous avons terminé, en annonçant d'une belle manière, hein, en conclusion, pour terminer, et en faisant un petit résumé de ce que nous venons de dire, de notre opinion à propos du problème posé par le texte. Donc, par exemple, ici, en conclusion, il y a d'autres manières de construire des relations fortes avec notre famille, puisque j'aurais démontré ça auparavant. Et alors, un petit bonus qu'il est sympathique d'entendre de la part des candidats, c'est-à-dire de favoriser l'échange, puisque l'examinateur va nous poser des questions. Mettons-nous à sa disposition, puisqu'on a bien conclu, on a dit qu'on avait terminé notre petit monologue, mettons-nous à la disposition de l'examinateur pour lui dire que nous sommes disponibles à répondre à ces questions, s'il en a évidemment. Et il en aura. Alors, pour terminer sur ce point, encore une fois, voyons l'évaluation de cette tâche numéro 3, l'expression d'un point de vue. Notre candidat, après une attentive analyse, mais rapide de son sujet, est capable de présenter le thème du document, développer son opinion
et donner des raisons et des explications simples. On rappelle qu'on a que 3 minutes, ça passe assez vite. Hein, on va s'exprimer de façon simple. Un argument et une petite illustration, si possible, avec un exemple. Le petit plus, de mon point de vue, et par expérience, c'est la variété des arguments et des exemples. C'est pour ça que je vous ai indiqué que l'on peut prendre des exemples de sa vie personnelle, mais de la vie de son entourage, de son pays, en ce qui nous concerne, son continent, l'Europe, du monde tout entier. On peut imaginer dans le passé, on peut s'interroger sur ce qui va se passer dans le futur. Hein. On va varier nos arguments et nos exemples. C'est ce qui va faire la différence. De cette manière, nous allons montrer encore une fois la maîtrise de notre lexique de niveau B1 et des actes de parole et de notre grammaire, qui est encore importante ici, toujours importante. Alors, voilà, si vous avez des questions sur ce moi, premier j'avais une exercice. question sur les exemples. Est-ce que la règle de la vraisemblance est toujours valable ici aussi? Est-ce que les élèves peuvent mentir pour les exemples? Alors, en ce qui concerne évidemment leur vie, bien sûr, ils peuvent mentir. Il ne faut pas avoir peur de raconter quelque chose qui n'est pas de notre vécu, mais du vécu de quelqu'un d'autre. Ne pas avoir peur de donner les exemples de sa culture personnelle, c'est-à-dire les films, les livres. On n'est pas jugé sur ce qu'on lit, ce qu'on regarde, mais sur la façon dont on exprime, dont on va illustrer l'exemple. Bien sûr, le vraisemblable, ça semble logique. Ça me fait penser cette question à on ne va pas parler d'extraterrestres, par exemple, pour parler des relations parents-enfants, sauf si on s'appuie sur un film où les extraterrestres sont humanisés, on va dire, du point de vue des sentiments. Et je veux dire, voilà, on ne va pas partir dans la science-fiction, dans quelque chose qui est complètement inventé. Vraisemblable, c'est la règle, en effet. En effet. Bien, merci. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, hein, à écrire dans le chat. Je le dis à tous les participants et à toutes les participantes. Et Peut-être avez-vous vous-même des techniques, des questions sur vos pratiques? moi, ce que je trouve très intéressant par rapport aux différentes pratiques d'enseignement de la langue française, c'est que déjà dans le B1, puis ça se développe encore plus pour le B2, pour le DELF B2, mais déjà dans le B1, il y a un côté qui émerge par rapport à la maîtrise de la langue, qui est celui d'exprimer son opinion ou une opinion avec des phrases d'une certaine élégance ou d'une certaine complexité, sans exagérer. Mais comme tu le disais tout à l'heure, le thème c'est, le problème c'est, il y a une chose, il y a une autre chose. Ça, c'est le tout début de la communication, mais c'est pas au niveau B1. Voilà. Oui, tout à fait. Hmm. Alors, nous avons des questions qui nous viennent du public. Vas-y. Est-ce que les élèves peuvent utiliser la structure AEC, argument, exemple, commentaire, pour argumenter à l'oral? Ou est-ce que cette méthode d'argumentation appartient-elle plutôt au niveau B2? Alors, argument, exemple, commentaire. Argument, exemple, commentaire. Alors, sachant que nous avons 3 minutes de monologue, ça semble un petit peu long de commenter en plus de donner l'argument et l'exemple. Le commentaire, ce sera pour les réponses aux questions de l'examinateur, si on a l'opportunité de le faire. On risque de passer trop de temps
euh, de prolonger le monologue. Et le risque, c'est, si nous sommes trop longs, c'est de se voir être interrompu par l'examinateur parce qu'il y a un temps qui est imparti. Donc, se limiter à l'argument qui est bien sûr qui est expliqué et l'exemple, c'est suffisant selon moi. Bien, merci. Il n'y en a pas d'autres questions? Non. Est-ce que tu voulais faire voir les Oui, alors comme le sujet de la construction des phrases me paraît très pertinent par rapport à l'expression d'un point de vue, mais à l'exercice à l'interaction également, j'aimerais bien montrer une page du manuel DELF B1 du Hachette FLE parce que, voilà, parce que nous avons des outils qui nous permettent de travailler cela avec nos élèves et c'est ce que j'aimerais montrer. Voilà. Alors, la page peut sembler un peu abrupte, un peu sèche, mais après, si on agrandit et on va regarder d'un peu plus près les contenus, ici, je suis vers la fin du manuel DELF B1 du Hachette FLE, nous avons toute une série d'exemples, une liste de connecteurs logiques pour annoncer un plan, un développement, d'abord, après, ensuite, puis, pour finir, terminer, en conclusion, etc. Et nous avons beaucoup d'autres pour donner son point de vue. Pour moi, selon moi, je pense, je trouve, crois que il s'agit des exemples, enfin d'une partie des exemples que tu as montrés dans tes diapos, Eugénie, et de bien d'autres exemples dans le même genre. Pour donner un conseil, il devrait plutôt faire du vélo, voir les choses de façon positive, il faut que tu t'amuses, etc. Là, c'est tu. Pour donner un exemple, par exemple, voilà un exemple, je vais prendre un exemple, je vous donne un exemple. On peut prendre l'exemple de c'est comme si, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et si on arrive à faire travailler les élèves sur ce côté de construction de l'argumentation, c'est pas vraiment une argumentation encore, mais une expression du point de vue plus consciente, plus, comment dire, plus colorée, plus profonde. Choisir les bons actes de parole et être préparé, c'est ce que disait Eugénie, ça fait partie de la préparation à l'examen, d'autant plus que dans le manuel de préparation au DELF-B1, chacun des 25 sujets d'entraînement a un renvoi à ses pages finales, à ses annexes finales. C'est-à-dire que pour chaque sujet, vous avez un renvoi à la page, aux actes de parole et au lexique qui servira aux élèves pour leur argumentation. Voilà. On avance encore un peu dans les sujets, avançant. Ici, voilà, en bleu dans les parenthèses jaunes, à chaque fois, voilà, pour chaque sujet d'entraînement, vous voyez, vous avez un renvoi aux bons actes de parole et à la page lexique, ce qui est assez pratique pour travailler en classe à la préparation de vos élèves, de façon à ce qu'ils soient préparés, c'est-à-dire que quand ils doivent bien introduire, conclure, faire un exemple, ils savent déjà quels actes de parole utiliser. Voilà. J'en profite pour comment dire, faire noter aux participants le nombre de sujets à disposition dans le manuel, qui est quand même assez impressionnant et très bien. Oui, c'est vrai. Alors, d'autant plus que nos auteurs sont les concepteurs officiels, sont les concepteurs des épreuves officielles. Il y a donc de fortes chances que le jour de l'examen, vos élèves se soient déjà entraînés sur un des sujets. Voilà. Et donc, il y a une belle variété des thématiques pour pouvoir se préparer et être prêt justement à toute éventualité le jour de l'examen. À propos justement, Nicolas et Amandine, de cette utilisation des annexes lexiques et actes de parole, j'avais une petite activité à proposer, toute simple. Oui, Eugénie, je demande juste à Maria-Louise de te passer la maîtrise de l'écran. Donc, tu partages l'écran, voilà. Merci Maria-Louise.
Hop, voilà, je montre mon écran. OK, Ouais. donc, voilà, moi j'ai une petite activité complémentaire à faire en classe pour les exercices 2 et 3. Alors, c'est assez simple, mais qui utilise justement, encore une fois, les ressources du manuel Hachette, le lexique et les actes de parole, qui, comme vous pouvez le voir, sont listés par catégorie. Alors, c'est une activité, comme vous pouvez remarquer ici en vert, qui utilise la contrainte. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut bien obliger nos élèves à utiliser des choses prédéterminées pour qu'ils puissent mémoriser ces mêmes choses et les pratiquer. Donc, savoir aussi qu'elles existent. Alors, il faut en passer donc par là. Alors, pour, comment dire, pour réaliser l'exercice, moi, j'oblige mes élèves à choisir au minimum 5 mots de 3 domaines lexicaux différents, 3 domaines qui sont afférents au sujet, que ce soit l'exercice en interaction ou l'expression d'un point de vue. Évidemment, si on parle de loisirs, on va utiliser la catégorie des loisirs, du sport par exemple, et les sujets culturels. Hein. On ne va pas parler des objets du quotidien, normalement. Bon, pourquoi pas. Mais donc, 5 mots du lexique, et puis aussi 5 mots, et c'est pas beaucoup, pour 5 expressions, 5 actes de parole qui vont nous servir à atteindre notre objectif pour l'exercice en interaction ou pour exprimer notre opinion dans l'expression d'un point de vue. Et de plus, je suis un petit peu méchante, moi je dis qu'il faut utiliser une seule fois chaque mot-clé qu'on aura sélectionné, donc autant en sélectionner plus que 5, hein, n'est-ce pas? Et sinon, utiliser des synonymes, autant que faire se peut, ou des périphrases, parce que ça aussi, c'est ce qui va montrer l'indépendance. Vous savez, l'utilisateur indépendant au niveau B, hein, l'indépendance de notre candidat élève. Voilà. Et puis, pourquoi pas, pour rendre un petit peu plus sympathique, demander aux élèves qui ne sont pas en train de réaliser l'exercice en classe devant les autres, donc demander aux autres de noter à chaque fois si les mots sont utilisés et peut-être combien de fois et quels sont les synonymes et les périphrases utilisés. C'est intéressant comme exercice d'écoute et pour conserver l'attention des autres élèves de la classe. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi en ce qui concerne cette production orale. Eh ben, je peux conclure ce webinaire, ces diapositives que je vous ai montrées, par une simple déclaration, c'est que, évidemment, on a bien vu, ce DELF B1 repose sur une solide préparation en classe et l'acquisition de bons réflexes pour exploiter au maximum tout le temps qui nous est imparti pour préparer et réaliser les exercices. Et donc, c'est à vous maintenant de jouer et de préparer vos candidats pour une épreuve orale B1 Conifiocchi. Merci, Merci Eugénie. merci Eugénie. Et merci d'avoir suivi et participé aujourd'hui à ce webinaire. Oui. Et n'oubliez pas d'explorer les ressources proposées par Hachette-Fleu, papier, mais aussi numérique, pour rendre votre préparation encore plus efficace. Oui, pourquoi pas, Maria-Louise, est-ce que tu peux me repasser l'écran? Comme ça, on va en voir quelques-unes, juste pour vous montrer quels sont quel est le site que vous pouvez consulter. Alors voilà, c'est l'adresse, vous la voyez en haut, c'est delf.hachettefleu.fr. Le reste, ce n'est pas indispensable. C'est la delf.hachettefleu.fr. Et puis, vous sélectionnez le niveau qui vous intéresse et vous trouvez tous les contenus numériques du manuel. Donc, d'accord, toutes les pistes audio, il y en a 55, mais particulièrement toutes les vidéos. Donc là,
une explication des épreuves collectives, des vidéos de passation d'épreuves avec les examinateurs et les vrais candidats, et puis des vidéos où l'on explique les épreuves, que ce soit les épreuves collectives ou les épreuves individuelles, et enfin des exemples d'examen, d'épreuves individuelles, donc l'entretien dirigé, l'exercice en interaction et l'expression d'un point de vue, avec Nelly Mousse qui est une des autrices du livre et donc une des personnes qui a écrit les épreuves officielles de France Éducation Internationale et qui a écrit le manuel pour HFLE également. Voilà pour ce qui est des vidéos qui sont en accès avec votre manuel DELF Junior Scolaire B1. Et à côté, vous avez également des documents qui peuvent vous servir comme des épreuves blanches à imprimer, en plus de celles qui sont déjà dans le manuel, et des activités interactives pour la connaissance des épreuves. Donc ce sont les mêmes activités, ou pour mieux dire, le même genre d'activités que vous trouvez dans le manuel pour la découverte des différentes épreuves. Vous pouvez également les développer en numérique avec vos élèves à partir de ce site web. Voilà. Alors, je crois que vu qu'on n'a pas de questions ultérieures, sinon des grands merci de nous dire merci, c'est très gentil. Dans le chat, merci. Bien, merci à tous d'avoir. On vous dit au revoir au prochain webinaire HFLE La Scuola. À bientôt. Merci encore Eugénie. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir.